Bonjour et bienvenue à ce premier webinaire qui sera animé par le docteur Bourguia Fodjo, enseignante au département de langue de lettres modernes françaises de l'École normale supérieure de Yaoundé 1. Vous êtes la bienvenue et merci d'accepter d'animer ce webinaire. Thank you, Dr. Julia Messina, to introduce me and to give me the floor. It's a great pleasure for me to handle this first seminar of the year, of the academic year. And my pleasure is great to introduce the third person to take the floor today. And we will discuss about the theme, the tools of scientific communication. The first person to have the floor will be Professor Catherine Sata, who specializes in French didactic and literature, French literature. She is the chief of department, French department in ENS in Yaoundé. Professeur Catherine Aounza Sata va donc nous entretenir cet après-midi sur le thème organisation des contenus scientifiques. Nous avons également la participation du docteur Ntama Salomé Chantal et celle du docteur Bébiné Josias Adriel que nous présenterons en temps opportun. Si les trois intervenants sont déjà réunis et disponibles, nous voudrons ici passer la parole au professeur Catherine Sata pour nous entretenir en 20-25 minutes sur le thème de l'organisation des contenus scientifiques. Professeur, vous avez la parole. Mais très souvent, qu'est-ce qu'on y met, qu'est-ce qu'on va chercher? Il faut bien que nous ayons une organisation, comme le disait Saint-Exupéry. L'outil prolonge l'ouvrage. C'est d'abord les contenus de recherche qu'il est important de mettre en place. Dans ce sens, en guise d'introduction, nous disons que l'objet de la recherche scientifique est de diffuser les problématiques et les résultats de recherche scientifique fondamentale ou appliquée ou du développement industriel, soit en direction des terres, soit vers un large public. On parle souvent dans ce cas de vulgarisation ou encore de médiation. Cette présentation doit être claire, précise et illustrée. Il faut avant tout trouver la problématique et ensuite y répondre de façon argumentée. Une fois qu'on a présenté son sujet, il y a les motivations. Pourquoi avons-nous choisi de traiter tel sujet plutôt que tel autre? Ce qui motive donc, ce qui explique, justifie une action quelconque. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire cette recherche? Pourquoi ce thème de recherche plutôt qu'un autre? Est-ce un article de presse ou un sujet qui vous a toujours intéressé? Il va falloir répondre à ces questions plus tard. Une fois qu'on a présenté les motivations, il y a les intérêts de la recherche. On a délimité le sujet. Il faut montrer son intérêt. L'intérêt du sujet peut être purement juridique ou politique, historique ou d'actualité. On peut alors faire référence à la place qu'occupe la question dans la doctrine, dans le débat politique, dans la jurisprudence, si le sujet s'y prête. L'intérêt de la recherche peut être clairement perçu sous les dimensions scientifiques, sociales et institutionnelles. Alors, les intérêts, mais le plus gros du travail ici, c'est dans la revue de la littérature. Une revue de littérature est le survol et l'évaluation critique d'un ensemble d'ouvrages liés à une question de recherche. L'erreur que beaucoup de jeunes chercheurs commettent, c'est d'aligner les ouvrages sans jamais savoir en quoi ces ouvrages leur sont utiles ou sont utiles à leur recherche.
La revue de littérature est un texte qui rassemble, analyse et organise plusieurs articles ou contenus scientifiques afin de proposer une vue globale des avancées scientifiques d'un domaine. Elle propose un bilan des études menées, un point sur les questions déjà posées. De cette manière, les chercheurs, les étudiants peuvent s'informer de l'état de la recherche du sujet qu'ils étudient. On a fait la revue de la littérature. C'est de cette revue de la littérature qu'émane la question de recherche. Dans l'ensemble, votre question centrale devrait contribuer à résoudre le problème défini dans votre problématique. Elle doit également répondre à un certain nombre de critères dans 3 grands domaines. La recherchabilité, la possibilité de réalisation et la spécificité, la pertinence et l'originalité. Je voudrais revenir sur chacun de ces éléments. Lorsque nous parlons de recherchabilité, c'est le premier critère. Est-ce que le sujet que je présente est recherchable? Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? La question centrale ne contient ni et ni où. Parce qu'à ce moment, on laisse le et le où laisse penser que vous posez en fait plusieurs questions, ce qui est interdit. Vous répondez à une question. Et quand on peut également répondre à la question centrale, on ne peut répondre à la question centrale par oui ou non, sinon la recherche n'a pas de sens. Oui ou non, une fois que vous avez dit oui, vous n'avez plus besoin de continuer. C'est une question fermée comme on a l'habitude de le dire. La question centrale ne requiert pas l'émission d'une opinion ou d'un jugement de valeur. Il est difficile d'émettre un jugement ou une opinion en restant objectif. Donc, par souci d'objectivité, on évitera de porter des jugements de valeur. En même temps, la question de recherche doit être mesurable avec des données observables. Alors, l'étude, si l'étude n'inclut pas une mesure à l'aide d'une méthodologie de recherche, il faut reconsidérer la question. Il faudrait également voir que les connaissances théoriques sur le sujet existent. Sinon, la recherche risque d'aller dans tous les sens. Il faut répondre succinctement à la question. Ou bien, sinon, la question n'est pas assez précise. Si vous-même, vous n'arrivez pas à répondre à votre question de manière succincte. Évitez également le genre si, alors, parce qu'on rentre dans la spéculation. Le deuxième critère, la possibilité de réalisation et la spécificité. Les choix doivent être clairs. Il faut examiner, on ne peut pas examiner tout au risque de ne récolter que des informations superficielles. De plus, on ne peut pas, en fait, la recherche peut être conduite dans un cadre, devrait être conduite, autant pour moi, dans un cadre temporel. Je voudrais prendre l'exemple. Lorsque nous, à l'école normale, on parle de mémoire, c'est vrai qu'on dit que les mémoires doivent commencer en 4e année et qu'en 5e année, les étudiants sont pris par le temps. Il y a un temps imparti pour rédiger un travail de recherche. Et si vous allez dans tous les sens, vous risquez de ne pas répondre à la question même, à la question principale. Donc, évitez de commencer par les pourquoi.
elles ne sont pas assez précises. Je vais aller directement au problème de pertinence. La pertinence, c'est que la réponse à la question doit correspondre aux attentes du client. Le client ici, qui est le client? Le client, c'est la personne qui a passé la commande de la recherche. Alors, cette personne qui a commandé la recherche, ça peut être une institution, mais ça peut également être moi-même dans le cadre de la recherche fondamentale. Nous avons vu plus haut le problème de motivation. Donc, il faut que la question de recherche réponde aux attentes préalablement identifiées. La question de recherche la question centrale ne reflète pas uniquement une partie de la recherche. Et la question centrale doit être globale. Ceci dit, nous abordons la problématique. Une problématique, c'est l'art de poser des problèmes pertinents. La problématique décrit un problème qu'il faut résoudre dans le développement de la recherche. La problématique est nécessaire car elle mène à la question centrale de recherche. Si le problème n'a pas été identifié et analysé, et donc il n'y a pas de problématique. Il n'est pas possible de formuler la question et d'envisager une réponse dans le développement. Une problématique donne un cadre et un angle d'attaque sur un sujet. Il s'agit d'un problème auquel on doit répondre dans le développement d'une recherche. Le développement répond à la question centrale de recherche qui découle de la problématique. Une fois que j'ai le problème, la problématique, il y a des hypothèses. Les hypothèses structurent la pensée et la recherche d'un enquêteur. En guidant l'enquêteur, elles apparaissent comme des balises utiles pour garder le cap d'une recherche sans perdre de vue l'angle de l'étude. En pratique, l'hypothèse permet de lancer un professionnel ou un chercheur dans sa démarche d'enquête. L'hypothèse est la réponse résumée, nous disons habituellement la réponse anticipée à la question qui oriente un travail d'enquête. Le travail de recherche visera donc à infirmer ou confirmer les différentes hypothèses de travail rédigées en amont afin de tirer des conclusions sur le sujet ou le phénomène que l'on étudie. Oui. Mais comment arriver à... Moi, je ne sais plus où ça se trouve. Depuis qu'on a un peu chamboulé les choses, là, c'est Joseph qui lui connaît. Nous n'avons pas un cadre théorique et méthodologique pour guider la recherche. Le cadre théorique amène une justification scientifique à la recherche. Il démontre que celle-ci ne sort pas de nulle part et qu'au contraire, elle possède de solides fondations scientifiques. Le cadre théorique et la revue bibliographique qui le structure peut aussi être utilisé pour analyser des découvertes et des hypothèses existantes. Il peut également servir à formuler et à évaluer ses propres hypothèses qui seront ensuite testées lors de la recherche quantitative ou qualitative. Il faut déjà le relever, une recherche est soit qualitative, soit quantitative. Parfois, on associe les deux, mais il y a toujours un qui prend le dessus sur l'autre. On parle de recherche quantitative lorsque on va avoir des statistiques et la recherche qualitative lorsqu'on va faire des explications, on va donner des explications, on va faire la recherche documentaire. Il n'y a pas de règle préétablie pour la structure du cadre théorique. Le plus important est de créer une structure logique. On peut le faire en s'appuyant sur des questions et ou des hypothèses de recherche et certains termes clés. La notion de méthodologie en tant qu'ensemble de règles et de démarches adoptées pour conduire une recherche
si importante dans l'histoire de la structuration des disciplines scientifiques est cruciale. C'est ce que nous va nous dire. La méthodologie permet aux chercheurs d'avancer dans la réalisation de son étude grâce à des méthodes d'enquête et des outils analytiques. La méthodologie de travail mise en place permet donc de guider le chercheur depuis ses premières recherches jusqu'à sa conclusion. Et le cadre théorique et méthodologique permet donc d'avoir un plan, une structure de son travail. Cette structure qui peut se présenter en partie, en chapitre, en section. L'on devra retrouver très succinctement le contenu de chaque articulation au niveau de la présentation générale. On peut donc aisément, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a le plan, on peut aisément J'ai un problème seul ou bien c'est tout le monde qui ne suit pas? Pareil chez moi, pareil chez moi. Pareil chez moi. Pareil aussi chez moi. Moi aussi, je l'entends. Oui, chez moi aussi, c'est pareil. Bon, on ne va que lire, on va essayer de lire. Scientifique s'étude grâce à des méthodes d'enquête et des outils analytiques. La méthodologie de travail mise en place permet donc de guider le chercheur depuis ses premières recherches jusqu'à sa conclusion. Et le cadre théorique et méthodologique permet donc d'avoir un plan, une structure de son travail. Cette structure qui peut se présenter en partie, en chapitre, en section. L'on devra retrouver très succinctement le contenu de chaque articulation au niveau de la présentation générale, On peut donc aisément, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a le plan, on peut aisément entamer la rédaction de sa recherche. Je voudrais quand même rappeler que ce que je viens de dire est purement indicatif, dans la mesure où certaines personnes commencent leur recherche par la rédaction, soit des parties, soit des chapitres, soit des sections, et ce n'est qu'à la fin qu'ils élaborent une introduction générale. Dans ce cas, on doit tout de même retrouver tous ces éléments que je viens de citer. Leur ordre d'apparition n'est pas le plus important dans ce cas. Mais une chose est certaine, on doit retrouver ce que j'appelle les contenus, et ce sont ces contenus qu'on ira donc chercher, retrouver dans les moteurs de recherche. Pour terminer, je voudrais dire que la communication scientifique, c'est tout travail de diffusion de théories et de résultats scientifiques. La communication scientifique peut prendre la forme d'articles, d'ouvrages, d'interventions, c'est-à-dire une communication, elle peut être orale, elle peut être écrite, en colloque ou en congrès, des posters. L'enjeu est à la fois dans la forme des rédactions attendues, comme dans la connaissance des réseaux et des circuits pour publier ces productions. L'objectif étant d'apporter sa pierre à l'édifice scientifique, mais aussi d'être cité, d'être publié dans les revues à fort impact. Toute chose qui compte
dans l'évaluation. L'Internet offre de nouvelles perspectives pour la diffusion de la communication scientifique. Revues en ligne, carnet d'hypothèses, archives ouvertes, infographies et j'en passe. Mais la question de la diffusion et de la visibilité des textes se pose de manière accrue face à la quantité d'informations circulant sur le web. Par ailleurs, les questions de la validation par les pairs, de droits de diffusion et de citation, et enfin de reconnaissance dans l'évaluation des enseignants-chercheurs font de certaines formes de publication en ligne les parents pauvres de la communication scientifique. Je vous remercie. Je voudrais dire que cet exposé n'était qu'un avant-goût de ce que vous allez suivre, puisque nous sommes dans un monde connecté où la plupart des activités se déroulent plutôt avec le digital. Et les collègues qui vont prendre la parole tout à l'heure vont donc vous entretenir sur le digital et comment aller chercher quel moteur questionner pour sa recherche. Nous remercions le professeur Apin Tata pour son intervention. Je voudrais rappeler ici que chacun doit prendre des notes et préparer des questions à lui adresser tout à l'heure. Son intervention a porté essentiellement sur l'organisation des contenus scientifiques. L'organisation des contenus scientifiques qu'elle présente en 10 étapes. Mais avant de dérouler les 10 étapes, le professeur Sata a établi la différence entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Donc, les 10 étapes qui rentrent dans l'organisation des contenus scientifiques sont notamment dans l'ordre la préparation du sujet, les motivations, le choix du sujet, les intérêts de ce sujet et de cette recherche. En 4, la revue de la littérature qui justifie le 5e point, la question de recherche, suivra la problématique, puis les hypothèses principales, hypothèses secondaires. Le cadre théorique et méthodologique devra être bien planté et justifié, puis le plan de ce travail et enfin les références, les sources qui ont servi à faire la recherche. Voilà de manière ramassée les 10 étapes qu'il faudrait retenir lorsque nous sommes appelés à organiser les contenus de nos travaux scientifiques. Nous allons vous demander de prêter attention à l'intervenante suivante des réseaux sociaux dans nos recherches scientifiques, en quoi les réseaux sociaux peuvent constituer des outils de communication scientifique. Le docteur Sama Chantal Salomé est enseignante au département de français de l'École normale supérieure de Yaoundé. Elle est spécialiste de linguistique et de didactique du français. Elle s'intéresse également à la sociolinguistique et aux français régionaux. Docteur Sama, nous vous accordons une vingtaine de minutes pour nous entretenir sur cet intitulé « Les réseaux sociaux comme outils de communication scientifique ». Merci. Bonsoir à tous. Bonsoir, chers collègues. Bonsoir à tous nos étudiants qui nous suivent. Et merci à Madame la modératrice pour la parole donnée. Bien, ma communication cet après-midi porte sur la communication scientifique à l'ère du numérique. Voilà. Oui, je saluais tous les collègues et puis bien évidemment les étudiants qui nous suivent. Ma communication cet après-midi
est relatif, bien évidemment, à la communication scientifique, qui faisait partie du thème de ce webinaire, les outils de la communication scientifique. Alors, moi, je m'intéresse aux réseaux sociaux, puisque nous sommes à l'ère du numérique. Tout à l'heure, nous avons suivi le professeur Sata. La communication porte sur, bien évidemment, la communication scientifique à l'ère du numérique, cas des réseaux sociaux. Et je crois que c'est une suite de ce que le professeur Sata vient de présenter parce qu'elle s'est intéressée beaucoup plus au contenu. Alors, j'ai rédigé mon article, j'ai rédigé ma thèse, j'ai rédigé mon mémoire. Il est question maintenant de la diffusion de ces travaux de recherche. Comment procéder? Alors, pour ces thèmes qui portent sur les réseaux sociaux, je parle bien évidemment de ces différents types de réseaux sociaux que nous avons sur le marché et j'insisterai un peu plus sur les réseaux sociaux académiques qui nous concernent tous. Lorsque nous parlons de la communication scientifique, il s'agit d'une opération indispensable aussi bien pour la production des connaissances que pour leur diffusion. Et lorsque je dis production des connaissances, je vois le chercheur d'un côté, assis dans son bureau, assis quelque part, en train de travailler sur une question de recherche bien précise. Et une fois que c'est fait, il faut bien que cela soit diffusé. Alors que la communication scientifique constitue ce champ de recherche-là que Borgman définit ici comme étant l'étude des moyens mis en œuvre par des spécialistes d'un domaine quelconque. Il peut s'agir de la physique, de la biologie, des sciences sociales et autres. Alors, c'est pour exploiter et pour diffuser l'information par des voies qui peuvent être formelles ou des voies qui sont informelles. Bien avant toute communication scientifique, nous avons, je le disais tantôt avec la communication du professeur Sata, nous avons un auteur ou alors une collectivité d'auteurs qui réalise un travail de recherche. Ils obtiennent des résultats et il faudrait bien qu'ils les présentent lors d'une communication. Cela voudrait dire que la communication scientifique se situe en amont et en aval de la recherche. Nous parlons de la communication scientifique en amont parce que nous n'avons pas de recherche scientifique sans antécédent. Alors, le chercheur l'utilise pour se situer par rapport aux autres chercheurs. Et nous parlons d'aval parce que la communication intervient en tant que fruit de la recherche. Une recherche scientifique ne peut être achevée tant que les résultats ne sont pas publiés. Alors, avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la reconnaissance des travaux d'un chercheur par le reste de la communauté scientifique passait nécessairement par les traditionnelles publications scientifiques, qui étaient les articles et les livres. Les chercheurs fournissaient aux magazines scientifiques des articles qui présentaient des résultats de leurs travaux et puis en retour, leur publication leur accordait une certaine notoriété par la reconnaissance de leurs pairs. Alors, ceci permettait à ces chercheurs parfois de postuler à des chaires d'enseignement ou alors d'entrer dans des laboratoires de recherche prestigieux. De nos jours, l'image du chercheur ermite, rétif aux nouvelles technologies et volontairement détaché de tout lien électronique est en train de s'effacer progressivement. Nous parlons de la digitalisation. Il y a cela la semaine dernière dans tous les établissements secondaires et puis même à l'école normale supérieure. Il y a des séminaires qui ont été organisés, des colloques par rapport à la digitalisation dans les écoles, dans les instituts supérieurs. Alors, la communication scientifique passe aujourd'hui par des réseaux sociaux généralistes et spécialisés pour les chercheurs. Cela leur permet non seulement à eux, les chercheurs, mais aussi aux institutions d'avoir une meilleure visibilité nationale et internationale. Alors, les réseaux sociaux s'imposent progressivement comme une composante à part entière du profil de tout chercheur. Oui, nous parlons des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'un réseau social? Est-ce que lorsque nous parlons des réseaux sociaux, nous pensons tout simplement à ces réseaux sociaux comme étant des passe-temps chronophages? Les réseaux sociaux ne constituent-ils pas des outils de communication scientifique incontournables pour les chercheurs d'aujourd'hui? Alors, pour définir les réseaux sociaux, permettez que je vous lise cette citation de Marin
Marin Dacko, c'est un auteur informaticien français, ingénieur de recherche au Centre national de la recherche scientifique. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, la science moderne est née grâce à la correspondance entre savants et ces correspondances ont donné des revues. Alors, la science moderne est aussi faite de disputations, c'est-à-dire le débat entre chercheurs qui a donné le séminaire, lieu d'échange et de confrontation, de partage des débats. Aujourd'hui, le numérique introduit la notion de séminaire virtuel permanent. Il s'agit d'une conversation scientifique qui se joue des contraintes de temps et d'espace. Donc, il a écrit ces lignes en 2012 dans un article intitulé « Comment mieux faire connaître mes recherches ». Oui, il était question ici pour lui d'expliquer au nouveau personnel de ce centre de recherche comment mettre en valeur le fruit d'un travail scientifique grâce aux moyens de communication qui s'offrent aux chercheurs à l'aide du numérique au XXIe siècle. Alors, le réseau social, qu'est-ce qu'un réseau social? Lorsque je dis réseau social, je vois deux unités lexicales. Dans un premier temps, j'ai le mot réseau. Et les informaticiens définissent le réseau comme étant un ensemble d'ordinateurs connectés pour échanger des informations. Oui, dans mon dictionnaire, le Robert en ligne, que j'ai dans mon ordinateur, j'ai retrouvé la définition suivante. Le réseau, c'est une organisation clandestine formée par un certain nombre de personnes en relation directe ou indirecte les unes avec les autres et obéissant même aux directives. Je ne sais pas pourquoi ils ont mentionné le mot clandestine dans cette définition-là. Elle n'est pas de moi. Oui, on parle de réseaux d'espionnage, de réseaux de renseignement, etc. Et puis, lorsqu'on dit social, social est relatif à la société, social est relatif à un groupe d'individus, d'hommes conçus comme une réalité distincte et appartenant à un groupe bien précis et participant de leur caractère. Alors, lorsque je dis réseau social, il y a la notion de lien qui s'installe. Il y a la notion de partage, il y a la notion d'échange. Alors, le réseau social, c'est un ensemble d'unités, un ensemble d'entités, autant pour moi, sociales, telles que des individus ou des organisations sociales reliées entre eux par des liens créés lors des interactions sociales. Il se représente par une structure d'un groupement social. Alors, le réseau social est d'abord un lieu où l'on vient créer du lien de façon générale et parfois en rapport avec un centre d'intérêt commun ou une profession. Alors, lorsque je parle de réseau social, c'est un peu comme vous et moi rassemblés là aujourd'hui. Nous sommes des êtres humains rassemblés pour partager, pour échanger. Hein? Le réseau social, ce que je suis en train de dire, c'est ce que nous sommes en train de vivre là exactement. Alors, les réseaux sociaux sont des services web permettant aux utilisateurs de construire un profil public au sein d'un système, de gérer une liste des utilisateurs avec lesquels on partage un lien, de voir et de naviguer sur la liste des liens et sur ceux établis par les autres au sein du même système. Sur la toile, les réseaux sociaux sont d'abord le lieu où l'on vient créer du lien de façon générale par rapport autant pour moi avec un centre d'intérêt commun ou une profession. Les réseaux sociaux ont été établis comme un canal de communication universel et comme des plateformes où l'on peut établir des liens professionnels et personnels. Alors, selon leurs caractéristiques propres et exclusives, nous avons des réseaux sociaux généralistes, professionnels, nous avons des réseaux sociaux de blogging, nous avons des réseaux sociaux de vidéos, visuels, et puis nous avons aussi des réseaux sociaux communautaires. Et tout cela, nous les regroupons en deux grandes catégories. D'une part, nous avons les réseaux sociaux de contact généralistes comme Facebook, Twitter et tout le reste. Et d'autre part, nous avons les réseaux de contenu qui regroupent les outils de partage tels que les vidéos, les photos avec YouTube, Instagram et le reste. Donc, à la frontière du réseau de contact et des réseaux de contenu, nous avons les réseaux sociaux numériques académiques que nous appelons des réseaux sociaux numériques scientifiques. Et je crois que c'est ce type de réseau social qui nous intéresse à cet instant. Alors, les réseaux sociaux académiques sont des réseaux sociaux pour des chercheurs et pour des institutions de recherche. Ce sont des outils très efficaces permettant de transformer la visibilité des chercheurs, ainsi que celle des travaux dont ils ont besoin pour poursuivre
ou étendre leurs activités. Un réseau social académique se distingue des autres réseaux par le fait qu'il est essentiellement orienté vers la recherche scientifique, et il favorise la communication entre les chercheurs en leur permettant de se créer des profils détaillés, de publier des résultats de leurs recherches et de suivre le contenu publié par leurs différents collaborateurs. Donc, l'université apparaît de ce fait comme un catalyseur d'interaction sociale, d'échange d'informations et de coproduction du savoir. Et ce sont justement ces activités qui caractérisent les réseaux sociaux. Je prends simplement notre exemple, c'est ce que nous sommes en train de vivre. À l'heure actuelle, nous sommes en train de partager des connaissances, nous sommes en train de changer, et je suis sûre qu'au sortir d'ici, nos étudiants, les collègues, on aura quand même eu un plus. Ce travail, tant qu'il n'aura pas été diffusé, n'aurait pas eu l'effet escompté. Alors, quand nous parlons de la communication par l'ère du numérique, c'est aussi ça. Les plateformes des réseaux sociaux centralisent les informations relatives aux personnes et aux centres de recherche grâce à des profils académiques détaillés. Chaque plateforme utilise de façon spécifique et offre des diverses fonctionnalités. Les réseaux sociaux académiques ont des fonctions principales. Il faut trouver des experts, des chercheurs, il faut trouver des articles pertinents et il faut promouvoir ces recherches. En ce qui concerne les fonctions secondaires des réseaux sociaux académiques, nous avons la possibilité de gérer, de partager notre bibliographie. Nous avons la possibilité d'échanger à travers des groupes. Nous pouvons valider nos écrits et nous pouvons partager des informations. Bien, je dirais, en ce qui concerne les réseaux sociaux, qu'il est important d'organiser son emploi du temps aujourd'hui et d'utiliser des outils pertinents et adaptés. Oui, autrefois, nous avions des livres, nous avions des revues, et les revues restaient un peu limitées. C'était comme quelqu'un chercheur qui avait produit un article et qui le gardait rien que pour lui. Alors qu'avec l'ouverture sur le digital, l'ouverture sur le monde, nous avons la possibilité de partager, d'échanger, de faire la connaissance même de plusieurs autres experts, de plusieurs autres chercheurs avec qui nous pouvons échanger dans le cadre de la communication scientifique. Alors, nous sommes à l'ère du numérique. Des plateformes de réseaux sociaux ne cessent de se développer. Il y en a tellement. Alors, elles se développent tout simplement dans le but de répondre aux besoins des chercheurs en termes de visibilité, de collaboration et d'accès à l'information et à la connaissance. Oui, les scientifiques ont toujours travaillé en réseau puisque le développement, pas ils ont toujours travaillé, ils devraient toujours travailler en réseau puisque le développement du savoir suppose l'échange, le partage, la discussion et bien évidemment l'évaluation. Alors, les réseaux sociaux, s'ils s'adressent d'abord aux chercheurs, ils les utilisent à des fins de visibilité et pour faciliter les relations avec leurs collègues, ils peuvent également être utiles aux étudiants, puisqu'avec les réseaux sociaux, ces derniers ont la possibilité d'avoir accès à des documents triés et recommandés. Ils ont la possibilité de présenter des avancées des dépôts de documents ou de création de contenu, et ils ont la possibilité d'échanger avec les chercheurs. Alors, entre nous, les chercheurs, les réseaux sociaux permettent de déposer, de partager des publications, de participer à des forums, de travailler en commun sur des projets, de faire des recherches avancées dans la base des profils ou des documents et de trouver parfois des annonces d'emploi. Donc, lorsque je dis réseaux sociaux comme outils de communication scientifique, je pense à nous, je pense à CETELAC, je pense à tout ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes à l'ère du digital, nous sommes là entre étudiants, enseignants, entre chercheurs, et voilà un peu un exemple d'outils de communication scientifique qui nous permettra de développer tout ce que nous pouvons en ce qui concerne la science. Et voilà, Madame la modératrice, ce que j'ai pu préparer en ce qui concerne la thématique de ce jour. Je me suis intéressée aux outils de communication et plus précisément l'outil à l'ère du numérique qui est le réseau social. Sur ce, je vous remercie pour votre aimable attention. C'est nous qui vous remercions, Dr. Chantal Salomé-Nsama, pour cette brillante présentation qui portait, je le rappelle, sur
la communication scientifique à l'ère du numérique, notamment le cas des réseaux sociaux. Eh bien, in this intervention, Dr. Salome Chantal essentially answered to the question of how to disseminate our research. The intervention showed that the image of the any researcher, that means the researcher that is detached from any electronic links, is now gradually disappearing and giving the place to the social network, which today constitutes the full component of the profile of any researcher. At the end, she defined the social network, then she presented the typology before focusing on the academic social network that she presents also as an access to popularize the results of our research. That's how we can summarize the intervention of our dear Dr. Chantal Salomé Nsama. Thank you so much for... Nous allons accorder la parole au Dr. Bebine, qui est un spécialiste de la documentation, de la description, de la standardisation et de la typologie linguistique. Il est enseignant à la faculté des arts, lettres et sciences humaines de l'Université de Yaoundé 1. Docteur Adriel Josias Bebine, nous te donnons la parole pour une vingtaine de minutes. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bonsoir. J'espère que j'ai partagé mon écran. Est-ce qu'il est visible? Oui, je le vois. J'espère que c'est le cas pour tous. OK. Alors, bonsoir une fois de plus à tous. Dans le cadre de ce webinaire sur les outils de communication scientifique, à la suite des autres présentateurs qui ont en 2 exposés parcouru les éléments importants de la communication, des outils de communication scientifique, cet exposé se veut un peu plus pratique. Et si tous nous voyons l'écran, le titre de cette communication, c'est de l'invisibilité à la visibilité scientifique. C'est un essai de recension des travaux des réseaux de diffusion scientifique. OK. Comme je le disais tantôt, à la suite des 2 autres présentateurs qui, à travers leurs deux communications, ont balisé les éléments essentiels à retenir en ce qui concerne les outils de communication scientifique, cet exposé ou alors cette communication se veut un peu plus pratique. Elle ne sera pas, dans son caractère pratique, elle ne sera pas exhaustive. Elle sera juste gestive, apéritive pour permettre aux uns aux autres de sortir de l'invisibilité scientifique pour la visibilité scientifique. Notre travail n'est qu'un travail de recension, justement, des réseaux de diffusion scientifique. Comme nous parlions de communication scientifique, d'entrée de jeu, il est important de signaler que quand on parle de communication, on peut l'appréhender suivant 2 angles. On peut appréhender la communication comme un processus, mais on peut aussi appréhender la communication comme un produit. Et si nous appliquons cette dualité de la définition de la communication au domaine de la science, la communication scientifique peut d'une part se référer à la diffusion des résultats des travaux scientifiques, et ça c'est dans la perspective de la communication en tant que processus, mais elle peut aussi se référer à l'une des formes de diffusion des résultats d'une recherche scientifique. À partir des développements des précédents intervenants, on a pu voir aussi que de manière globale, on a 2 types de communication scientifique, la communication scientifique orale et la communication scientifique écrite. Et parlant de la communication scientifique écrite, on a les articles, les mémoires, les thèses, les chapitres d'ouvrages et même des ouvrages. Il est important de commencer par un constat. Cette étude
est motivé par une situation, n'est-ce pas, qui nous est arrivée alors que nous passions dans le cadre d'une coopération. Le premier jet d'un de nos articles à une linguiste, n'est-ce pas, qui enseigne en Angleterre. Alors, elle a achevé de lire l'article et ayant achevé de lire l'article, elle se rend compte que sur toutes les plateformes, que ce soit Academia, que ce soit ResearchGate, n'est-ce pas, ma thèse ne s'y trouvait pas, puisqu'elle est allée chercher la thèse et elle n'a pas trouvé parce qu'il y avait certainement des renvois, il y avait certainement des références importantes qui provenaient de ma thèse. Et immédiatement, j'ai essayé de frapper aussi comme ça, n'est-ce pas, quelques noms de chercheurs que je connaissais et je me suis rendu compte que sur les 5 que j'avais, dont j'ai prospecté le domaine, n'est-ce pas, je me suis rendu qu'il n'y avait que 2. Il n'y avait que 2, n'est-ce pas, qui étaient suffisamment connus sur la toile. Donc, l'on peut partir, bien que cette généralisation ne suit pas, n'est pas précédée d'une étude très approfondie. On se rend quand même compte que les doctorants, les jeunes chercheurs, même certains chercheurs expérimentés, diffusent très peu de travaux sur la toile, leurs travaux de recherche sur la toile. Et par conséquent, ils sont très peu connus, que ce soit dans leur domaine spécifique, que ce soit dans la science en général. On va aussi se rendre compte qu'ils connaissent très peu d'autres chercheurs hors de leur établissement, hors de leur institution et même hors du pays. On en connaît très peu. Et là, on peut se dire que cela, même s'il pourrait avoir plusieurs causes, cela pourrait être dû à soit l'ignorance d'un certain nombre de réseaux de diffusion, soit l'inutilisation, n'est-ce pas, de ces instruments de diffusion scientifique. La preuve, c'est qu'on ne voit personne dans ces réseaux de diffusion ou alors, quand on les voit juste à titre figuratif. Alors, la question qu'on se pose, c'est de savoir comment aider les chercheurs à rendre visibles leurs travaux, à se faire connaître et à collaborer avec les autres chercheurs du monde. Il faudrait dire que une solution a déjà été apportée par plusieurs structures et réseaux qui ont mis sur pied, n'est-ce pas, pour collaborer et même pour partager des travaux de recherche, ont mis sur pied des structures et même des réseaux pour collaborer et même partager des travaux de recherche avec l'avènement des TIC. Nous allons nous présenter trois grands types de réseaux. Nous avons les réseaux de diffusion d'articles à publier. Nous avons les réseaux de diffusion d'articles publiés et de collaboration entre chercheurs et nous avons les sociétés savantes et les académies scientifiques. Simplement dit, lorsqu'on veut se rendre visible, la première chose, c'est qu'il faut publier. Et il existe aujourd'hui, avec l'avènement des TIC, un grand nombre de réseaux de diffusion d'articles, de revues, n'est-ce pas, où les uns et les autres peuvent publier des articles pour se faire connaître. Donc, la première chose, c'est de publier. Et on publie généralement des articles dans des revues, n'est-ce pas? Maintenant, la question qu'on pourrait se poser est celle de savoir où retrouver une revue qui offre une visibilité de l'article. Premièrement, lorsqu'on a écrit son article, on a certainement parcouru un ensemble de références bibliographiques que nous avons consultées et qui, n'est-ce pas, indiquent généralement l'endroit de la publication. Et on se rend compte qu'on peut décider chercher une revue de publication dans nos références bibliographiques. Mais cela ne va pas nous indiquer véritablement s'il y a un appel à communication, si cela va toujours, si tous les articles publiés dans ce sens sont en compatibilité avec notre domaine. Mais pour avoir une certaine visibilité dans la publication de l'article, il est important de chercher un réseau de diffusion qui nous présente un nombre varié, n'est-ce pas, un nombre varié de revues.
Donc, il est donc important de consulter des portails et des plateformes qui regroupent plusieurs revues et des journaux dont l'objectif est la publication, la promotion, la vulgarisation et même la visibilité des travaux scientifiques et même de leurs auteurs. Donc, à ce jour, nous avons donc les réseaux de diffusion d'articles à publier qui sont des revues en ligne. Alors, nous avons essayé de prospecter quelques-unes pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une idée des lieux, des plateformes à prospecter pour trouver des revues, n'est-ce pas, pour des articles à publier. Nous avons par exemple le portail des revues africaines du CAMES. Nous avons là un grand nombre de revues qui s'y trouvent et plus que c'est une proposition pluridimensionnelle, n'est-ce pas, nous allons nous rendre compte que tous les secteurs, tous les domaines, n'est-ce pas, la plupart des domaines, n'est-ce pas, ont une revue dans ce portail. Nous avons le portail de Open Edition, qui est un portail de ressources en sciences humaines. Lorsque nous avons consulté le catalogue, il compte 594 revues en sciences humaines. Donc, si nous voulons chercher un réseau de diffusion, une revue, nous pouvons, n'est-ce pas, consulter le portail de Open Edition dont l'adresse, dont le lien, n'est-ce pas, se trouve plus bas. Nous avons aussi la plateforme African Journal Online, qui contient 634 journaux, dont 365 en accès libre. Nous allons tout à l'heure, plus tard, parler de ce que c'est l'accès libre. Nous avons aussi le portail de la maison d'édition Les Greniers du Savoir, qui compte 10 revues. Nous avons le portail Érudit aussi, qui est une plateforme qui regroupe un grand nombre de revues. Nous avons le portail Linguist List, qui est une plateforme qui propose aussi un bon nombre de revues de diffusion d'articles non encore publiés et même des appels à contribution. C'est-à-dire que dans Linguist List, vous pouvez aller sur ce site et voir les appels à contribution et voir ceux qui correspondent avec la thématique développée dans l'article. Il y a aussi la possibilité d'avoir des articles qui traitent des revues diverses, n'est-ce pas, dans le portail de l'Algerian Scientific Journal Platform. Nous avons aussi le portail du Directory Open Access Journal and Article. Là, c'est un index qui contient vraiment un grand nombre de revues, près de 18 415 revues. Pour avoir aussi à publier, à proposer son article pour publication dans un réseau de diffusion, n'est-ce pas, qui est connu, les universités et certaines maisons d'édition possèdent aussi des revues qui permettent la diffusion de nos articles, du produit de nos recherches. Alors, on pourrait se poser la question de savoir, oui, il y a tellement de revues, mais quels sont les critères qui pourraient présider au choix d'une revue de telle sorte que notre publication, n'est-ce pas, sorte de l'invisibilité à la visibilité? Nous voulons, dans un premier temps, dire que la facilité d'identification de la revue et de l'éditeur est quelque chose d'important. En fait, il faudrait que cette revue, n'est-ce pas, ait un site web qu'on connaît, qu'on peut clairement identifier, qu'on connaisse quelle est la position de l'éditeur dans le paysage de l'édition scientifique, qu'on essaye aussi de voir si l'éditeur est membre d'une académie scientifique, n'est-ce pas, du domaine en question. Donc, il est important que cette revue soit facilement identifiable et que l'éditeur aussi soit facilement identifiable. Le deuxième critère, c'est la qualité et l'intégrité de la revue. Il est important de marquer un point d'honneur sur la qualité et l'intégrité de la revue. Il faudrait nécessairement que la revue ait justement une évaluation, n'est-ce pas, en double pair aveugle. C'est très, très important parce que certaines revues qui ne proposent pas cela ne sont véritablement pas des revues fiables. Il faudrait aussi prendre en compte la notoriété de la revue. C'est vrai, lorsqu'on est jeune chercheur, on peut être frustré, n'est-ce pas, de vouloir publier son article dans une revue de renom. Mais il est important quand même de voir
à quel niveau, à quel degré, n'est-ce pas, la revue est fiable. Il faudra aussi considérer l'audience et la spécialisation. En ce qui concerne l'audience, on peut décider d'avoir un article pour une revue des spécialistes. Et là, il faudrait choisir une revue, n'est-ce pas, de spécialisation. Mais on peut aussi décider d'avoir un article qui s'adresse à d'autres personnes que des spécialistes. Alors, il faudrait aussi savoir que la façon d'écrire, la façon de rédiger devra changer de telle sorte que celui qui n'est pas spécialiste puisse comprendre ce que vous êtes en train de développer. Aussi, les modalités de diffusion de la revue. Nous pouvons aussi parler de la langue de publication. Nous parlons des modalités de diffusion de la revue et nous mettons en avant, n'est-ce pas, les revues en accès libre. Il faudrait préconiser justement les revues en accès libre. La langue de publication est aussi importante. La langue de publication est importante. Vous ne pouvez pas publier un article dans une revue qui exige uniquement des articles en anglais. La gestion des droits aussi le facteur d'impact est important. La gestion des droits, les frais de publication et même le taux d'acceptation sont des éléments qu'on devrait analyser, prendre en compte dans le choix d'une revue. Mais essayons de voir parmi ces facteurs, ceux qui sont des facteurs de visibilité scientifique. Comme je l'ai dit tantôt, pour avoir une visibilité scientifique, il faut choisir une revue à accès libre. Ce type de revue, n'est-ce pas, permet à ce qu'un grand nombre de personnes soient au courant de vos travaux parce qu'ils vont aller gratuitement dans ces revues, télécharger, lire les articles proposés. On distingue généralement 4 types de revues à accès libre. Il y a les revues en libre accès total. Là-bas, les articles sont en accès libre, sont gratuits dès leur parution. Nous avons aussi des revues qui mettent des articles en accès libre après embargo. Ces revues, n'est-ce pas, rendent leurs articles librement accessibles après un délai qui suit l'apparition. Nous avons donc les revues aussi hybrides. Nous avons les revues hybrides. Ces revues, n'est-ce pas, ont certains articles qui sont gratuits, d'autres qui sont payants. Il est aussi important de considérer, pour sortir de l'invisibilité scientifique, de considérer la langue. Pour une audience internationale, il est important de choisir de publier en anglais. Mais pour une audience francophone, c'est le français. Mais pour avoir une audience plus large, on peut, après un accord avec l'éditeur, traduire, n'est-ce pas, le texte en anglais pour avoir une grande visibilité. On peut regarder aussi, le facteur d'impact est important. Le facteur d'impact montre que la revue en question est lue, la revue en question est citée. Et c'est important c'est cet élément, n'est-ce pas, qui va accroître la visibilité de notre article. Les frais de publication. Généralement, un grand nombre de revues en accès libre n'exigent pas des frais de publication. Bien sûr, il y en a qui exigent des frais de publication dans le cas des revues hybrides. Et il est important donc de faire attention aux revues prédatrices, n'est-ce pas? Ce sont ces revues scientifiques et même des éditeurs, n'est-ce pas, qui sont douteux et qui profitent de la plupart du modèle auteur-payeur, c'est-à-dire que l'auteur paye, n'est-ce pas, pour la publication en libre accès. Et nous comprenons donc là que, en fait, lorsque vous allez vous publier dans des revues prédatrices, il n'y a pas un sérieux dans la relecture, dans l'évaluation, n'est-ce pas, des travaux. Et cela vous décrédibilise plutôt cet article qui serait d'une originalité certaine. Donc, il faut éviter ces revues. Et c'est généralement des revues où on vous envoie des messages par des spams, par des adresses que vous ne connaissez pas,
pour vous dire, OK, d'accord, il y a possibilité de publier et là, vous publiez un article important, riche, dans une revue, n'est-ce pas, douteuse, illégitime et pirate. Alors, après les réseaux de diffusion des travaux à publier, il y a des réseaux de diffusion de travaux de recherche publiés, des communications présentées et même des réseaux de diffusion et même des réseaux, n'est-ce pas, de collaboration entre chercheurs. Nous avons dans un premier temps les archives. Nous avons les archives ouvertes. Les archives ouvertes, c'est un réservoir, n'est-ce pas, numérique où on a des travaux venant de n'importe quel chercheur en accès, en libre accès. L'archive ouverte, n'est-ce pas, que nous connaissons beaucoup plus, c'est la HAL, c'est une archive ouverte pluridisciplinaire qui accepte plusieurs types de revues. Il y a aussi des archives qui sont des dépôts institutionnels. Dans ce cadre, ce sont des réservoirs numériques, qui contiennent des travaux de recherche propres justement aux membres d'une institution. À côté de cela, nous avons donc les réseaux sociaux académiques. La présentatrice, n'est-ce pas, de tout à l'heure, nous a largement édifié sur les réseaux sociaux académiques. Nous avons recensé pour vous quelques-uns. L'avantage des réseaux sociaux académiques est double. Le premier avantage, c'est que c'est un réseau de diffusion des travaux scientifiques. Mais il ne se limite pas simplement à la diffusion des travaux scientifiques, il intègre aussi la coopération entre les chercheurs. Vous avez, entre autres, Academia, plusieurs d'entre nous y sont. Nous avons ResearchGate, quelques-uns. ResearchGate a la particularité d'exiger dans la plupart du temps, une adresse professionnelle montrant que vous êtes affilié soit à une société savante, soit à une institution. Et il vous offre un certain nombre de services de facilité en ce qui concerne la visibilité. Mais il faudrait dire que ici, ces réseaux socio-académiques ne sont pas toujours gratuits. On vous fait bénéficier d'un certain nombre de services, mais pour d'autres services, il va falloir payer. Donc, pour diffuser des travaux de recherche déjà publiés, des communications présentées, et même entrer en collaboration avec des chercheurs, il y a des archives ouvertes et des archives institutionnelles, mais il y a aussi des réseaux sociaux académiques, n'est-ce pas, qui pourraient permettre notre visibilité. Nous avons aussi des sociétés savantes et les académies scientifiques. En fait, les sociétés savantes, ce sont les différentes associations que nous avons. Ces sociétés et ces académies sont plutôt des agents, n'est-ce pas, en faveur de la recherche et de la visibilité scientifique, tant de la structure que des membres. Je prends un cas simple. OK. La CTLH, n'est-ce pas, organise des colloques, n'est-ce pas, organise des colloques, des conférences, a une revue, n'est-ce pas, qui permet, tout ceci permet aux membres d'avoir une certaine visibilité, scientifique. Entre autres sociétés savantes que nous avons répertoriées, nous avons la CTLH, nous avons la FNAP, nous avons même le RIFET, qui est aussi une société savante, même si l'on voit beaucoup plus les formateurs de l'enseignement technique. La preuve, c'est qu'ils ont organisé des colloques où les membres de la CTLH, n'est-ce pas, ont été des communicateurs. Simplement, nous voulons dire que dans le cadre de notre recension des réseaux de diffusion, nous avons 3 types de réseaux qui sont prégnants, n'est-ce pas, sur la toile. Nous avons les revues qui sont les plus nombreuses. Nous avons les sociétés savantes qui viennent en seconde position et nous avons les archives qui sont un peu rares. Il est donc important pour nous d'utiliser ces réseaux pour
sortir de notre invisibilité et devenir visible, que ce soit au niveau national qu'international. Voilà en quelque sorte ce que nous avons préparé dans le cadre de cette recension, n'est-ce pas, des réseaux de diffusion des travaux et de collaboration entre chercheurs. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci, Dr. Bébine Adriel Josiat, pour cette présentation. Communication written is on the web. Dr. Bébine lists a number of various portals of journals that are available, and he also emphasizes on the fact that to make the choice of the magazine, we must take into account its notoriety, its credibility, and the impact factor. Bébine encouraged researchers not to neglect open access journal because it promotes greater visibility of the researcher. Il était donc question avec lui de nous faire passer de l'invisibilité scientifique à la visibilité grâce au numérique. Il a cité quelques portails qui peuvent aider à cette visibilité scientifique. Il a mis l'accent sur les revues, notamment les revues en accès libre. Ces revues en open access ont la faculté de favoriser notre visibilité. Comment éviter les revues prédatrices qui sont sur la toile? Donc, le choix des revues doit tenir compte de l'impact facteur de cette revue, de la crédibilité de la revue, de sa notoriété. Il n'est pas juste question d'aller vers toutes les propositions que le numérique nous offre. Nous avons donc, avec le docteur Bébine, l'avantage de voir les risques auxquels sont exposés les chercheurs qui ont soif de visibilité. En même temps, nous avons les atouts. Comment procéder pour se faire davantage visible? Je voudrais remercier grandement les trois